Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'entretien. Mon invité aujourd'hui, vous la connaissez forcément, vous l'avez déjà vue une fois à la télévision obligatoirement, si vous regardez Touche pas à mon poste ou si vous écoutez RTL. Mon invité aujourd'hui est Isabelle Morini-Bosque. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors quand je vous ai proposé cette interview, vous m'aviez dit que vous ne souhaitiez pas évoquer votre carrière. Et ça m'a beaucoup intrigué. Alors, pourquoi vous n'aimez pas en parler? Mais c'est-à-dire que j'ai jamais eu le sentiment que j'en avais vraiment une. Parce que comme j'ai toujours, tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait pousser dans les reins par des gens qui croyaient plus en moi que moi j'y croyais moi-même. Donc, j'ai toujours le sentiment, c'est un peu comme mon mariage. Mon mariage, j'ai toujours le sentiment qu'on est jeunes mariés alors qu'on est depuis 43 ans ensemble. Et plus les années de copulation phénétique, j'ai toujours l'impression que je viens de démarrer et que j'ai toutes mes preuves à faire. Et j'ai toujours la même angoisse quand j'écris 5 lignes que quand j'écris 25 feuillets. C'est très étrange. De ce point de vue-là, j'ai l'impression que j'ai pas appris grand-chose et pourtant je suis ravie d'apprendre tous les jours. Alors c'est intéressant parce que quand on parle par SMS, quand on parle par téléphone, on sent chez vous que vous êtes quelqu'un de très humble. Ah, mais ça pour le coup, oui. Parce que j'ai vu tellement de gens qui se la pétaient, hein, pour ne rien vous cacher, j'aurais la courtoisie de pas donner de nom. Et qui ont été oubliés en 3 secondes, je veux dire que pour eux c'est important, hein, moi je m'en fous un peu, mais qui ont été oubliés aussitôt qu'ils ont eu passé la porte, si j'ose dire. Et oui, c'est vrai. C'est assez impressionnant. Et puis moi les gens qui je trouve pourraient se la péter, c'est honnêtement les flics, les infirmiers, les gens soignants. Et je parle pas par rapport à la pandémie, hein, parce que ça c'est vraiment un truc de saison. Mais je parle vraiment de façon générale. Moi, les éboueurs, par exemple, je trouve que c'est un métier. Et alors, ça n'a rien du tout, ni de politique, je suis totalement apolitique. Mais je trouve que c'est ces gens-là qui sont absolument nécessaires à la société. Nous, on peut amuser de temps en temps, informer, parce que pour le coup, de temps en temps, c'est nécessaire. On peut, mais à part ça, si on parle en termes d'utilité pour la société, c'est pas nous qui arrivons en tête, hein. Donc ça, je trouve que ça devrait déjà rendre humble. Donc voilà. Mais en revanche, quand on parle aussi de mes diplômes, on me dit t'as des tas de diplômes. Je dis ah oui, j'ai des tas de diplômes. Oui, j'ai vaguement fait interprétariat, j'ai fait journaliste pour le coup. J'ai fait les beaux-arts parce que mon premier métier c'est vraiment portraitiste. Donc, mais je me dis par rapport à des gens qui ont fait bac+8, des philosophes, des trucs comme ça, c'est que dalle, hein, ce que j'ai fait. On l'a dit, donc vous êtes et à la radio sur RTL et à la télévision dans Touche pas à mon poste quasiment tous les jours. Comment vous réussissez à jongler justement entre vos deux activités? J'imagine que vous avez un emploi du temps surchargé. Moi, j'arrive entre 4h et 4h15 à RTL, mais j'adore, hein. J'adore, je suis la seule à connaître le monsieur du ménage le matin avec qui je taille le bout de gras 3 minutes. J'adore quand c'est silencieux, j'adore brancher ma radio parce que pour le coup j'écoute RTL, hein, mais pas seulement parce que j'y bosse, parce que sincèrement je trouve que c'est une radio qui est bien foutue. Et puis après, après j'enchaîne et effectivement quand je ne touche pas à mon poste, donc là j'ai un tout petit peu de soucis de famille, donc voilà. Et cette semaine j'y suis moins. Mais en revanche, oui, je pars à 17h30, souvent en mototaxi, ce que j'adore, là-bas, et on en sort à 21h20, et où je reviens à RTL, où je suis à la maison. Mais j'ai une chance, c'est que d'abord j'ai été élevée à la dure, donc ça forme, hein. Ensuite, j'ai besoin de peu de sommeil. Et ça, c'est vraiment, merci mon Dieu. Effectivement, si je dors 3-4 heures, alors évidemment, ça se porte sur la gueule, hein, mais à part ça, si on met l'aspect esthétique à part, oui, je tiens la route. Quand ils se moquent du pseudo-âge que je suis supposée avoir dans Touche pas à mon poste, ce qui fait que les gens me donnent, je crois que j'ai 20 ans de plus que ce que j'ai réellement. Mais à part ça, en endurance, je les laisse tous loin derrière, hein. Et quand j'ai fait Pékin Express, je peux vous dire que j'ai pas été performante parce que moi j'ai pas l'esprit de compétition. Donc j'ai été nullos craignos, mais en revanche en endurance, je les ai tous laissés derrière aussi, hein. Moi je peux ne pas boire, ne pas manger, ne pas dormir. Alors je l'ai dit, donc vous exercez deux activités très différentes. On va commencer par parler de RTL. Vous êtes donc à RTL depuis près de 30 ans. Vous êtes d'ailleurs rédactrice en chef adjointe et vous vous êtes spécialisée
donc dans les émissions ou les chroniques consacrées à la télévision. On sent que ce média est un média qui vous plaît. Alors, la télévision, pour y passer dedans, pas du tout. D'ailleurs, je ne regarde jamais, je ne regarde jamais, je déteste me voir, donc je ne me regarde jamais. Il y a eu un documentaire qui a été consacré à une chanteuse française qui est encore adorée dans le monde, c'est Mireille Mathieu. Les Allemands m'ont appelé pour me demander d'y participer. J'ai été ravie, mais j'ai eu plein de réactions. Je ne l'ai pas vue. J'ai été incapable de la regarder. En revanche, le média télévision en tant qu'émission dans laquelle passent des programmes, hein, que ce soit d'ailleurs maintenant les plateformes, hein, ça reste des images, hein, et ça ne changera jamais, quel que soit le support. Mais moi, j'ai toujours été fascinée par la télé. Alors, pas du tout par le cinéma, parce que quand j'étais petite, on n'avait pas la télé chez moi et on me traînait au cinéma. Résultat, le cinéma, ça m'a très vite super embêté. Et on me traînait voir des documentaires, des documentaires sur le monde, la connaissance du monde. Résultat, la connaissance du monde, je m'en fous. J'adore les documentaires. Une fois que je suis obligée de les regarder, mais sinon, par choix, je préfère regarder une mauvaise fiction qu'un bon documentaire, soyons francs. Ça me délasse davantage. Et moi, quand j'ai eu la télévision, mon obsession, c'était d'avoir la télé. C'était pour avoir un sujet de conversation avec mes petites copines. Donc, j'achetais Télé 7 jours en cachette, comme on achète un magazine porno en cachette, et j'apprenais quasiment par cœur, quand j'avais 7, 8 ans, tous les programmes télé, pour pouvoir en parler avec mes petites copines, comme si j'avais la télé. Résultat, quand j'ai eu, à l'âge où on sort avec les garçons, pourtant, je t'assure, c'est pas vilaine, hein, donc je les attirais plutôt, mais je refusais tout, parce que mon grand bonheur, c'était de rester chez moi pour regarder les feuilletons, les divertissements, tout. Donc c'est comme ça que j'ai acquis une culture télé béton, alors que le cinéma, comme on m'y traînait, ça n'avait rien de magique pour moi. C'était tout l'inverse de mes camarades. Donc voilà. Et d'ailleurs maintenant ça continue. C'est rarissime quand j'ai envie d'aller voir un film au cinéma. J'attends généralement qu'il passe à la télé. Alors pour celles et ceux justement qui nous regardent, est-ce que vous pouvez expliquer ce poste que vous avez de rédactrice en chef adjointe? Qu'est-ce que c'est? Oh, le titre, alors je dirais qu'il est pour certains, il est vraiment, il représente quelque chose. Moi, je dis pas que c'est une gentillesse parce que vraiment, mais oui, parce que je suis aussi conseillère éditoriale, j'imagine. Si je dis aux conseillers, aux véritables éditorialistes de la maison, excuse-moi, mais là, t'aurais pas dû dire ça. J'imagine qu'il m'enverra paître, il aura raison. Donc, conseillère éditoriale, je pense que c'est plus honorifique qu'autre chose, en admettant que c'est correspondu à quelque chose autrefois. Et rédactrice en chef, ben, ça veut dire qu'effectivement, on pourrait faire appel à moi dans certains secteurs comme chef comme chef par exemple du service média, mais honnêtement, c'est plus honorifique qu'autre chose parce que on est assez peu nombreux finalement et chacun est responsable de lui-même. Moi, je fais partie du service culture, j'irai jamais dire aux garçons de la musique en tant que rédactrice en chef adjointe parce qu'ils connaissent ce secteur mieux que je ne le connais aujourd'hui. Et inversement. Donc là, c'est plus, je considère, si ça correspond à une grille salariale, mais comme je regarde jamais combien je touche, mon mari regarde pour deux. Comme ça, c'est aussi une autre particularité. Je suis incapable de parler d'argent, j'ai horreur de ça. C'est congénital. Bon, au moins, je vous demanderai pas votre salaire, alors. Eh ben, je serais infoutu de le dire. Alors, on croit toujours que c'est une posture. Mais si je le savais, je le dirais. Mais chez Cyril, c'est pareil. Je ne sais absolument pas combien je touche. Et mon mari regarde pour deux. Alors, en revanche, je suis pas complètement con. Donc, de temps en temps, il me dit, je jette un coup d'œil. Je vais pas lui dire, non, je jette pas un coup d'œil. Mais tout le monde sait, ceux qui me connaissent vraiment, savent que c'est pas que je m'en fous. C'est que c'est pas quelque chose, à partir du moment où j'ai le nécessaire pour vivre, de quoi nourrir mes chats, faire des cadeaux à mes proches et aux autres, et voilà, de toute façon, hein, c'est que de toute façon, j'aurai pas une énorme retraite. Donc, pour le reste, j'essaie de la retarder le plus possible. Mais c'est vrai que l'argent, c'est important. Ceux qui disent que l'argent fait pas le bonheur, ou c'est le genre de phrase complètement con. Parce que l'argent fait peut-être pas le bonheur, mais l'absence d'argent ne le fait pas non plus. Voilà. Donc ça, c'est le genre, les clichés, ça c'est une autre chose dont j'ai horreur dans la vie, c'est les clichés, les phrases toutes faites. D'ailleurs, le titre du film de Claude Lelouch, L'amour c'est plus fort que la vie, c'est particulièrement con. Comme le poème d'Aragon, La femme est l'avenir de l'homme, là je trouve ça complètement con. Oui, l'homme est l'avenir de la femme, tout est dans tout, quoi.
c'est le genre de, j'ai horreur autant j'aime les boutades, les jeux de mots, autant j'ai horreur des phrases toutes faites. Et pour en revenir à ce que tu disais, ce qui est importantissime pour une carrière d'un jeune qui démarre dans le journalisme, c'est honnêtement, de savoir écrire. Ça a l'air tout con, mais en radio comme en télé, moi je n'utilise pas et Cyril non plus, t'as des prompteurs, je déteste ça. Mais ça veut dire quand même que tout est écrit. Et là d'ailleurs, parce qu'on gaspille une somme de papier faramineuse, mais tout est écrit. Donc quand je vois des journalistes, mais manier des journalistes, des universitaires, tout le monde manier le français de façon tout à fait approximative, je me dis mais qu'est-ce qu'on leur apprend maintenant dans les écoles de journalisme? Parce que même ceux qui veulent le pouvoir il est détenu par les tribuns, et les tribuns, s'ils sont tribuns et s'ils dirigent le monde, c'est parce qu'ils savent parler et qu'ils savent embobiner. Et donc ça, c'est pour le mauvais côté des choses, mais pour le bon côté des choses, ça reste savoir manier le français et savoir fasciner un auditoire, plus ou moins, mais savoir retenir l'attention de quelqu'un, et ben ça passe tout par la capacité à savoir s'exprimer. Et j'y inclus l'orthographe et la grammaire. Parce que quand on me dit c'est pas important, c'est tout en phonétique, ouais, ben je peux te dire qu'il y a des textes, des fois tu restes planté en plein milieu parce que tu dis attends, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Parce que suivant l'endroit où il place la virgule, ça veut pas dire du tout la même chose. Donc moi je trouve que tous les journalistes, qu'ils soient de radio, de plateforme, de tout ce que tu voudras, l'impératif, c'est de vraiment mieux, tu sais, parler le français. Plus tu respectes la langue, plus tu en connais l'histoire, et mieux c'est. Et ça, je dis peut-être ça parce que j'ai fait 3 langues vivantes, anglais, espagnol, allemand, plus latin. Mais je trouve que c'est vraiment la base de la base, quoi. Mais tu peux pas savoir comme finalement, ça semble pas si important que ça aux gens. Ça, et extraire des petites phrases, parce que très souvent pour les hommes politiques, quels qu'ils soient, que ce soit Zemmour, Mélenchon ou autre, quand tu remets les phrases dans leur contexte, tu vois que c'est infiniment souvent, sinon plus nuancé, du moins plus complexe et subtil qu'on l'a dit. Et moi, j'ai d'immenses défauts que le commun des mortels n'a sûrement pas, mais j'ai une qualité qui est pas si fréquente que ça. Vraiment, je sais écouter. Et des fois, touche pas à mon poste, c'est que ça énerve Cyril, mais quand quelqu'un dit quelque chose, je dis mais non, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Mais profondément, je suis incroyablement fidèle à la parole dite. Et dans les interviews, quand je dois évidemment couper, parce que ça c'est la première malhonnêteté, mais on y est obligé, on coupe. Mais quand tu coupes, moi je réécoute 150 fois l'extrait pour vérifier que j'ai pas déshonoré ou dénaturé le propos qui m'a été tenu. Et ça, c'est une qualité qu'on me reconnaît dans le milieu et j'y tiens farouchement. Alors je le disais, aujourd'hui vous intervenez donc dans la matinale de Yves Calvi, là aussi vous parlez de télévision. Comment ça se prépare une chronique? Comment vous préparez vos chroniques? Ah ben, moi d'abord j'ai la chance de visionner, donc moi déjà je passe un temps fou à choisir des extraits qui parlent. Puis souvent il y a les interviews qui vont avec. Alors ça c'est toujours frustrant parce que en télévision, comme j'y suis à peu près tous les jours, c'est un espace-temps plus court. Donc, les interviews, je suis souvent obligée comme c'est des gens souvent, je déteste les interviews formatées et formalistes. Donc, très souvent, moi, ça prend la forme d'une conversation. Donc, du coup, il y a quelques digressions. Et quand je monte, je garde pas tous les trucs, je peux pas garder tous les trucs drôles. Or, très, très, très souvent, les gens sont drôles quand ils sont en liberté. Et ne pas pouvoir le garder, c'est frustrant. Donc, je passe beaucoup de temps. Les gens, ils croient toujours que tu passes 3 minutes à l'antenne, ça veut dire que tu as bossé 5 minutes grand max. Alors que des fois, tu as bossé 12 heures. Retrouver un petit morceau de son, comme moi, je suis pas une as de la technique, ça me prend des fois, tu le cherches partout, tu l'as en tête, tu n'arrives pas à le retrouver, tu essayes plein de trucs dans nos archives, partout, sur l'INA, et des fois, tu mets plusieurs heures à le trouver. Et quand les gens l'entendent à l'antenne, ils pensent que tu as mis 3 minutes 5 dixièmes à le trouver. Donc ça, tu connais ça aussi bien que moi. Et puis après, t'as le montage, il y a l'écriture. Alors moi, j'écris toujours en dernière minute parce que c'est fonction des sons, des interviews et tout, j'intercale. Et nous, on improvise quand même beaucoup en direct. Mais à partir d'une trame, une des boutades que me fait Cyril et qui m'arrive de vivre douloureusement, c'est quand Cyril dit « Ah oui, elle fait des anecdotes, on n'arrive pas à l'arrêter, c'est toujours nul. » Le jeu étant évidemment de me couper au bout de 3 phrases. Alors, très souvent, ça me fait rire. Et des fois, quand les gens me disent dans la rue « Ah oui, Isabelle, tes anecdotes, ah oui, t'arrives jamais à en finir une,
tu pars dans tous les sens, non, parce qu'à l'antenne de RTL, il m'arrive d'être obligé parce qu'il y a eu un souci technique, ou parce qu'on m'a prévenu en dernière minute, ou parce que quelqu'un est mort en dernière minute, d'arriver à l'antenne en impro total. Le direct, c'est un exercice vraiment que j'adore. Pascal Praud, au moment de Noël, m'a fait venir pour parler des téléfilms de Noël. C'est vraiment un truc passionnant à étudier. Parce qu'il y a 12 000 choses à dire, y compris que t'engages une personne rien que pour trouver les titres. Parce qu'il faut pas que les titres soient 2 fois le même et quand t'en diffuse 1500 dans la saison au total sur toutes les chaînes, c'est très compliqué de pas avoir 2 fois le même titre. Et donc, c'est un sujet absolument passionnant. De Pascal Praud me demande 3 minutes avant que j'aille faire mes 10 minutes chez lui. J'y suis allée en totale improvisation. Or, il y avait des extraits, et pareil, 48 heures plus tard, pour un truc sur justement les chants de Noël, mais les chants de Noël américains, les traditionnels, et avec des chiffres. Donc, tu notes deux trucs sur un morceau de papier, t'as pas le temps de faire plus, c'était un total impro. Et il y a des grands journalistes qui sont incapables de le faire. Ah mais oui, mais l'impro est parfois tout aussi qualitative. Et c'est quand même plus compliqué parce que tu peux partir en sucette facilement. Moi, quand je suis en télé, que mes camarades ont débordé et que je suis à la fin et que je dois faire la moitié de ce qui était prévu, on m'appelle le sémaphore d'ailleurs parce que je fais un geste au technicien pour indiquer que je supprime tel son, tel son, tel son. Et il faut pas évidemment que l'auditeur s'en rende compte. Mais je t'assure que l'exercice en direct, tu commences à parler, au moment où tu commences à parler, tu découvres qu'il va falloir que tu dises la moitié de ce que tu as écrit et ce que tu as prévu. C'est pas évident. Et Yves est aussi improvise aussi beaucoup et puis il est très convivial. Moi j'adore Yves. Il est très très convivial. Donc on peut être facilement perturbable quand lui des fois s'il est concentré sur l'invité et si moi je lui fais un claquement de doigts pour qu'il me regarde parce que j'ai une indication visuelle à lui donner et qu'il me voit pas, rien que le temps de capter son attention, j'ai perdu le temps qui était nécessaire à la chronique. C'est super compliqué. Donc ça, c'est tous les trucs techniques. Alors, il y a un truc, je vais te dire que je ne comprends pas. Je sais que les directions, mais tout ce qu'on fait est filmé. En radio, honnêtement, je vois pas toujours l'intérêt, honnêtement. Parce que du coup, avant, quand ils entendaient, ils nous posaient des questions sur le fond. Maintenant, le nombre de fois où on me dit, au lieu de parler de ce qu'on est en train de dire, les gens me disent pourquoi t'as ri quand t'as regardé Calvi, ou pourquoi t'as levé les yeux au ciel, ou dis donc, t'as vu ta tenue aujourd'hui? Et tu te dis, quel rapport avec la choucroute? Donc, en fait, c'est autre chose. Et c'est pas, et en plus, quand c'est le matin à l'antenne et tout, on peut pas dire que ce soit super bandant. Tu te dis, j'espère qu'il n'y a pas un ex qui regarde, hein. Bon, donc, j'imagine que vous n'êtes pas forcément pour la radio filmée, donc. Je vois pas l'avantage, honnêtement. D'ailleurs, Laurent Gérard, à un moment donné, refusait de filmer. Je crois que maintenant, il y avait peut-être des invités qui veulent pas, hein, d'ailleurs. T'as des comédiennes que tu vois super apprêtées. Elles n'ont pas envie que tu les vois au dessous du lit, hein, quoi faire en dessous de moi. Et moi, alors moi, je m'en fiche parce que, souvent quand j'arrive, moi, je me maquille en écoutant mes sons, en arrivant tôt le matin. Il y a que ma plante verte qui me voit, donc ça va. Mais honnêtement, je me dis, ça détourne l'attention du fond. Même si je comprends, ça distrait. Alors, du coup, oui, effectivement, ils sont plus associés à ce qui se passe en studio. Mais comme de toute façon, ils n'entendent pas ce qui se passe en studio dans les pauses pub et tout. Oui, c'est vrai que philosophiquement, je m'interroge, comme Yves Calvi s'interroge. On a un certain nombre à se dire qu'est-ce que ça apporte. Bon, puis quand les auditeurs disent on aime bien vous voir, je me dis alors c'est que ça apporte quelque chose. Donc j'ai pas de jugement sur le fond. Je dis que moi ça me met mal à l'aise. Bien. Alors puisqu'on parle de vidéo, ça me fait ma transition pour parler de Touche pas à mon poste. Merci Isabelle. On va donc parler de Touche pas à mon poste. Vous êtes chroniqueuse dans l'émission depuis 2013, depuis la 3e saison donc de Touche pas à mon poste. Mais comment s'est passé justement ce recrutement? J'avais fait des apparitions avant, notamment sur France 4, et donc voilà. D'abord, j'avais accepté de bosser avec Coé parce que Cyril m'avait proposé, et puis comme j'avais pas de nouveau et que moi je pense pas que le monde m'attend, donc Coé lui voulait vraiment que je bosse avec lui sur France 4, et du coup j'étais allée voir Coé. Et puis Cyril avait dit je reprendrai jamais quelqu'un qui est allé chez Coé sur France 4. Ouais, parce qu'il faut dire qu'à l'époque ils s'entendaient pas très bien et surtout ils étaient concurrents en fait.
À l'époque, les émissions étaient rivales surtout. Et d'ailleurs, Coé a été un très bon chef. Alors vraiment, je dois l'honnêteté de le dire, il a été bien. Honnêtement, il a été très bien. Et puis, quand l'émission s'est arrêtée, un jour, Cyril, c'était un jour férié, donc il a eu besoin de quelqu'un. Moi, j'adore bosser les jours fériés. Donc, il s'est dit, quelqu'un de son équipe s'est dit, tiens, si on appelait la mère Boss. Donc, j'y suis allée. J'ai été parfaitement ridicule parce que j'avais pas les codes de l'émission qui avaient quand même évolué depuis le temps que je la connaissais sur le service public. Donc, il avait dit, tu sors. J'avais rien compris. J'avais été ridicule. Et moi, quand je suis ridicule, je prends facilement le fou rire. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont fait venir une autre fois, un autre jour férié. D'ailleurs, j'ai appris que quelqu'un dans l'équipe m'appelait le bouche-trou. Pas Cyril, hein. Et quelqu'un dans l'équipe m'appelait le bouche-trou. Ah bon, c'est classe. Quand il y avait quelqu'un qui faisait des faux, il m'appelait. Donc, c'est un peu vrai, hein, d'ailleurs. C'était un peu vrai. Et donc finalement, comme ça, comme je n'ai pas déplu aux gens, aux vieux comme aux jeunes, j'ai été amenée à y être plus régulièrement, et plus régulièrement, et puis très régulièrement, et puis très, très régulièrement. Alors après, il y a des périodes où il y a des petites éclipses. Et puis ça nous arrive à chacun de nous alternativement. Puis il y a bien un jour où ça se terminera, hein, faut bien le dire. Ce qui me fait plaisir, c'est que dans la rue, les gens m'aiment bien pour le bon motif, me le disent pour le bon motif, voient que je prends le métro. Et puis honnêtement, j'aime bien les gens pour peu qu'ils me fassent pas trop chier. Donc ça se passe toujours bien. Et honnêtement, il y a autant de jeunes, voire de très jeunes, ils doivent se chercher une grand-mère, hein, qui me parlent que de vieux. Je redis d'ailleurs que je ne suis pas si vieille qu'on le dit. La preuve, l'autre jour, régulièrement dans le train, t'as le contrôleur qui me réveille pour dire, vous n'êtes pas si vieille que ça. Ben oui, je vous remercie. C'est pas parce qu'on dit que je suis vieille que je le suis, hein. D'ailleurs, je savais pas que j'étais vieille avant d'entrer dans cette émission. Donc, mais quand c'est bon enfant, ça me gêne pas trop. Évidemment, le jour où on se trouve soi-même pas en forme, on se regarde dans la glace et on se dit, oh là là, comme le temps passe. Mais à part ça, ça va. L'intérieur est comme neuf, hein. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Comme tu dis, c'est déjà un motif de satisfaction. Alors, est-ce qu'à certains moments, la direction de RTL ou même des invités de RTL vous ont reproché votre participation dans Touche pas à mon poste? Parce qu'il faut dire que dans Touche pas à mon poste, bon, parfois, voilà, on critique l'émission, mais beaucoup de personnes y passent, en fait. Je suis pas responsable de ce qui est dit dans l'émission. Moi, j'ai eu un mal fou à le faire comprendre, non pas à Cyril, mais à d'autres. Moi, je me déjuge jamais. Je peux pas dire le soir l'inverse de ce que j'ai dit le matin. Mais donc moi là, je ne me suis jamais déjugée. Non, ce qui est agaçant, c'est que je parle autant des autres chaînes que de M6. C'est vrai qu'M6, c'est une des chaînes qui ont le plus innové l'année dernière. Donc forcément, on a été amené à en parler parce qu'ils ont fait beaucoup d'événements, comme l'émission qui doit être mon associé ou qu'elle marche ou qu'elle marche pas d'ailleurs. Donc j'en ai parlé. Évidemment, comme maintenant M6 nous a racheté, et comme Cyril s'amuse à me taquiner là-dessus, alors qu'il a d'excellents rapports avec la direction d'M6 et de RTL. Et ils s'aiment beaucoup les uns les autres. Mais du coup, régulièrement, il dit « Ah oui, Isabelle, bien sûr, vous dites ça parce que c'est M6. » Quand c'est Cyril, ça me gêne pas trop, parce que je sais la part de jeu qu'il y a là-dedans. Quand c'est Castaldi qui le répète tout le temps, malgré l'affection que j'ai pour Castaldi, j'ai envie de l'emplafonner. Parce que honnêtement, ça n'est pas vrai. Il y a des émissions sur M6 dont je suis pas fanat. Incroyable transformation, je suis vraiment pas fanat. Mais c'est pas une émission indigne, donc pourquoi j'irais la dézinguer alors qu'elle n'est pas crasse-pouille. Je déteste les bagnoles, je regarde pas Turbo, mais pourquoi j'irais dire il faut pas qu'il y ait Turbo, l'émission est vieillissante, alors que elle a toujours ses fans. Donc et pour le coup, pas de bol pour mes camarades, mais il y a effectivement beaucoup d'émissions de M6 que j'aime bien. J'adore La France, un incroyable talent. J'adore L'amour est dans le pré, mais bien avant qu'on soit M6, je la soutiens depuis le tout début. Et puis, qui veut être mon associé? J'adore cette émission. Je suis même entrée en contact avec des inventeurs de l'émission. Donc, pas des jeunes investisseurs. Patron Incognito ont chié sur cette émission quand elle a été créée en disant, ouais, c'est du flicage d'employés par le patron. Moi, j'ai dit dès le départ, mais non, si le patron, il est pas assez con pour virer quelqu'un qui est sous les caméras de la télévision, de toute façon. Donc, quelle que soit la façon dont on tourne le problème, c'était pas une émission de flicage. Et maintenant, l'émission commence à devenir culte. Mes camarades dans Touche pas à mon poste en disaient le plus grand mal.
il y a quelques jours, j'ai entendu Raymond dire le plus grand bien. J'y étais ce soir-là de l'émission. Je me suis dit, ah ben oui, faut jamais avoir raison trop tôt, hein. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions d'M6 que j'aime bien. Mais comme il y a beaucoup d'émissions de téléphone que j'aime bien, mais quand il y a des émissions des autres chaînes que j'aime bien et que je le dis aussi, personne ne le remarque. Bien sûr. Bien sûr, et puis derrière des émissions, il y a des équipes qui travaillent très dur justement pour que ces émissions voient le jour. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Je ne vois pas pourquoi. Oui, il y a la façon de le dire. Parce qu'il faut jamais oublier qu'une émission sur laquelle, District Z par exemple, honnêtement, j'avais bien aimé la première saison. Et c'est vrai que la seconde, j'ai très vite décroché. Mais pourquoi j'irais, pour parler vulgairement, chier dessus, alors que j'aime les gens globalement qui y ont participé, et puis que derrière, il y a toute une partie, une équipe technique qui y a cru, qui y croyait encore au début, et qui s'entend dire, alors généralement, bon ben, par Gilles par exemple, que c'est indigne, que c'est la honte de la ligue de la télévision et tout. Moi, ça me fait toujours, et j'adore Gilles, hein. Dans la vie, vraiment, c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. Mais c'est vrai que on s'engueule tout le temps à l'antenne parce que ça, c'est vrai que c'est un discours que j'ai du mal à entendre. Et quand Cyril dit, ouais, vous êtes, voilà, vous aimez toujours tout, vous, ben non, vraiment pas. J'aime pas Hugo Clément, par exemple. J'aime pas les émissions qu'il fait parce que je trouve que en faisant semblant de s'intéresser à l'environnement, à l'écologie, à tout, il s'intéresse avant tout à Hugo Clément. Voilà, il y a des gens que j'aime vraiment pas. Il y a des émissions que j'aime vraiment pas. Je m'étonne toujours qu'on confie des émissions sur l'empathie et les gens à des animateurs, voire à des animatrices qui n'en ont aucune, elles. Donc c'est voilà. Mais pourquoi j'irais dézinguer pour dézinguer quand mes camarades ont flingué Karine Le Marchand, je me dis t'as le droit de la trouver dure, t'as le droit de ne pas l'aimer, t'as le droit, mais il faut lui reprocher les vraies choses. Quand la rédactrice en chef de Voici avait dit, de Public, pardon, avait dit j'ai trouvé personne pour défendre Karine Le Marchand, mais Karine Le Marchand, elle a un groupe d'amis dont Jean-Philippe Janssen, dont Stéphane Plaza, dont l'astrologue Christine Haas, qui sont des très très proches d'elle. Donc elle peut pas dire j'ai rencontré personne, personne n'a accepté de la défendre puisqu'elle n'a pas parlé aux personnes qui l'auraient défendue. Donc c'est cette espèce de systématisme qui m'a laquelle rédactrice en chef de Public a de très bons papiers et des très bonnes analyses quelquefois. Mais voilà, je déteste qu'on flingue pour flinguer. Oui, alors pour expliquer justement à nos téléspectateurs, la rédactrice en chef de Public était venue sur le plateau de Touche pas à mon poste pour expliquer donc que Karine Le Marchand aurait eu des comportements de diva entre guillemets, notamment sur le plateau de L'amour est dans le pré, et elle expliquait qu'elle n'avait pas eu de monde pour prendre sa défense, mais plutôt des gens d'ailleurs qui l'enfonçaient. Mais bon, c'est vrai ce que vous dites. Après tout, elle est peut-être pas allée les chercher en fait. Honnêtement, oui, elle peut être cassante, oui, elle peut être extrêmement têtue, oui, elle peut être en même temps, elle est une des rares productrices femmes dans un monde d'hommes, qui a sa propre petite société où elle fait tout avec ses petites mains. Et donc, c'est vrai que ça peut être, c'est un monde dur qui fait pas de cadeaux. Donc, c'est vrai qu'elle se défend. Nous, on n'est pas toujours d'accord sur tout. On se voit pas non plus tous les jours. Mais je trouve que c'est quelqu'un de droit. En plus, elle est vraiment soutien de famille dans beaucoup de situations. Et donc, c'est quelqu'un qui paye ce qu'elle doit. On lui reproche tout, y compris de ne jamais rien vouloir payer, ce qui est totalement faux. Alors ça, j'en suis témoin. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était un réquisitoire. Quand ça cesse d'être un article critique pour devenir un réquisitoire, ça m'embête. Et je dis pas que la rédactrice en chef de Public n'était pas sincère ou avait tort. J'ai dit qu'à partir du moment où elle dit qu'elle n'a trouvé personne pour la défendre, mais qu'elle n'a pas appelé les personnes qui étaient susceptibles de la défendre, c'est pas équilibré. Et d'ailleurs, Stéphane Plaza avait envoyé, qui fait totalement confiance à Cyril, et il avait raison puisque Cyril l'a lu à l'antenne, il a envoyé un SMS pour dire, mais attendez, moi Karine, c'est mon ami qui m'a appelé. Et moi pareil.
Bon, en tout cas, c'est très bien. On a pu dire les choses sur cette affaire, entre guillemets, évidemment, Karine Le Marchand. Une dernière question. Que peut-on vous souhaiter pour le futur? Alors, de ne pas changer d'âge, mais comme ça, c'est mission impossible. Pour le futur, écoute, de durer le plus longtemps possible. Et quand plus personne ne voudra de moi, j'irai. Oui, alors tout le monde me dit qu'il faut que je fasse un blog. Mais, j'irai surtout faire chier les promoteurs en Haute-Savoie, parce que là aussi, voilà. Quand je vois la déforestation, c'est un truc qui m'obsède, mais depuis que je suis toute petite. Hein. Tu sais, quand t'as une mère qui est née au Brésil, où on a beaucoup déforesté. Quand t'as un père qui est né dans la Provence, mais la Provence pauvre, celle de Manon des Sources, où on se damne pour une source, il y a trois choses que je peux pas entendre dire. Que la pluie, c'est chiant. Ben non, la pluie, si on n'a pas, on meurt, quoi. Je peux pas entendre dire que les arbres, ça sert à rien. Et je peux pas, voilà. Et je peux pas cautionner les buildings à tour de bras, tout ça. Ça c'est mon côté écolo, bien avant l'heure. Donc j'irai faire chier les promoteurs en Haute-Savoie et un jour je prendrai une balle perdue et ça se terminera comme ça. Bah non, bah dites pas ça, voyons, dites pas ça. Bon, en tout cas, c'est vraiment un très bel engagement dont vous nous parlez. C'est des très belles valeurs. Évidemment, la nature est importante et il faut la préserver. Et quand on voit qu'en ce moment, on est en train de la saccager, c'est un drame, quoi. C'est mon côté Hugo Clément, mais je l'ai pas attendu. Je sens que vous adorez Hugo Clément, en tout cas. Il s'aime pour deux, ça me dispense d'avoir à le faire. Bon bah merci beaucoup en tout cas Isabelle d'avoir été avec nous. Je voudrais vous remercier aussi pour votre gentillesse à chaque fois qu'on a échangé ensemble, par message, par téléphone. C'est vraiment agréable et je tiens à le dire. Je vous remercie beaucoup pour ces échanges. Merci, c'est vraiment très agréable de parler avec vous. Écoute, pardon pour les digressions, pardon pour les retards, pardon. Et puis peut-être qu'un jour on pourra déjeuner de visu. Mais avec grand plaisir, j'adore manger en plus, donc avec grand plaisir. Ah si, tu vois, il y a un truc que je vais faire. Je me suis juré en fin d'année de refaire une fois la Saint-Élion. La Saint-Élion, c'est une course de nuit entre Saint-Étienne et Lyon. On peut faire en footing ou qu'on peut faire en marchant. Je l'ai fait une fois il y a 4 ans, donc 48 kilomètres entre Saint-Étienne et Lyon. Version féminine, hein, voilà, 44 kilomètres et comme on n'avait pas vu une pancarte qui était tombée, on en a fait 4,5 de plus. Mais ça, j'avais adoré faire ça, je me suis juré de le refaire avant d'être grabataire. Super, bon bah écoutez, on suivra évidemment cette course. Merci encore Isabelle. Je rappelle que vous êtes donc tous les matins sur RTL dans la matinale de Yves Calvi et notamment dans Laissez-vous tenter à partir de 9h et le soir donc dans Touche pas à mon poste sur C8 à partir de 18h30 environ. À très vite Isabelle donc pour ce déjeuner qu'on doit se faire. Eh ben, à très bientôt camarade. Prends mon ticket d'attente, je t'invite quand tu veux. Ben, merci beaucoup Isabelle. Je rappelle que vous pouvez nous suivre, vous qui nous regardez, sur les réseaux sociaux, il s'affiche actuellement. Merci pour votre fidélité à cette émission, c'était un plaisir de vous retrouver. On se dit à très vite sur Val Info.